Jean-Michel Fauvergue, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans le top 5 des députés préférés de Judith, on l'a compris. La polémique de la journée, la polémique du matin. Jean-Michel Blanquer était en vacances à Ibiza, à la veille de la rentrée scolaire de janvier, il y a quelques jours. Ibiza lui a donné une interview pour expliquer le protocole sanitaire des écoles. Est-ce une faute? On sait que la politique est faite de symboles. Est-ce qu'on part en vacances à Ibiza? Est-ce qu'on pilote son ministère depuis Ibiza? Est-ce que la vraie question, c'est que est-ce que quand on est ministre et occupé 24 heures sur 24 quasiment toute l'année, est-ce qu'on a le droit de prendre des vacances? La réponse est oui. Et où on veut. Et où on veut, dans des endroits corrects, bien sûr, pas en Corée du Nord. Mais bien évidemment que oui, il faut prendre des vacances, il faut se reposer. D'ailleurs, c'est une recommandation qu'on appliquait dans les unités d'intervention, c'est-à-dire se reposer dès qu'on peut se reposer pour pouvoir recharger les piles. Et bien sûr, alors faire un interview d'Ibiza, je vous avouerai qu'il m'est arrivé moi de faire des interviews de l'endroit où j'étais en vacances. Ça s'appelle le télétravail quelque part. on va le dire comme ça. Mais pourquoi faire une polémique là-dessus? Je comprends pas trop. Parce qu'on est en campagne et que les oppositions ciblent Blanquer depuis 10 jours. Ça, je l'avais bien compris. Non, mais dans le cadre de ce que je vous ai dit, du travail, enfin, je pense qu'il y a de meilleures polémiques que ça, quoi. Les parlementaires ont validé le pass vaccinal. Il est en étude au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous n'êtes pas allé trop vite? On a l'impression que l'épidémie recule et que ce pass vaccinal, il est presque surdimensionné. Attendons, l'épidémie recule. Attendons de savoir ce que nous réserve ce virus. Vous avez vu que depuis le début, ce sont des hauts et des bas, ce sont des retours d'infection, et donc il vaut mieux s'armer. Ensuite, si les choses s'arrangent, c'est plus facile une fois qu'on est armé de se désarmer, d'arrêter plutôt que le contraire. Un problème de police et de droit. Les restaurateurs protestent. Ils disent, nous, on veut pas demander une pièce d'identité à chaque personne qui présente un pass vaccinal pour vérifier que c'est pas un faux. Est-ce que vous comprenez leur réserve? Moi, j'arrive à comprendre cette réserve-là. La problématique, c'est que vous savez qu'à un certain moment, il y a beaucoup de faux. Et donc, il faut à un certain moment aussi vérifier que la personne qui vous présente le pass vaccinal soit titulaire, effectivement, soit le même nom, etc. Est-ce que c'est pas la police de venir dans les restaurants de manière aléatoire, dire bonjour, est-ce que vous avez votre pass? Voilà. Elle le fait. C'est pas un travail qui doit les enthousiasmer beaucoup, les policiers. Non, ils sont pas très enthousiastes à ça, mais les policiers participent aussi de cette lutte contre l'épidémie dans ce sens-là. Mais ils le font, mais l'idée de contrôler aussi, c'est une idée de donner les pouvoirs aux restaurateurs de contrôler. D'ailleurs, ça existe déjà, hein. Normalement, un restaurateur, un tenancier de café ne doit pas, par exemple, servir de l'alcool à une personne mineure à un certain moment. Et quelquefois, la différence entre l'âge mineur et l'âge majeur est pas visible, et les cafetiers peuvent demander des pièces d'identité. Si le Conseil constitutionnel dit non, on peut pas leur demander de contrôler l'identité, c'est pas leur métier, ils le feront pas. Non. Est-ce qu'il faudra renforcer la présence policière sur ce front du contrôle du pass vaccinal pour lutter contre les faux? Je vous répète, Christophe Barbier, les policiers font déjà des contrôles aléatoires, policiers et gendarmes font des contrôles aléatoires dans les établissements. Leur demander d'en faire plus, ça va être difficile, compte tenu du fait que ils sont déjà beaucoup occupés, et puis c'est pas leur seul rôle, vous vous en doutez. Donc je pense que les choses continueront de cette manière-là. Ces derniers jours, on a vu le masque imposé à l'extérieur, puis annulé dans de nombreux endroits, puis rétabli. Alors dans les arrêts de bus, dans les files d'attente, l'opinion s'y perd. Mais vous avez sans doute remarqué que depuis le début de cette pandémie, effectivement, les mesures sont à géométrie variable. Pourquoi? Pas parce qu'on hésite ou parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, mais justement parce qu'il y a des évolutions dans les tendances, et en particulier des évolutions de virus. Donc il faut qu'on soit très proche de ça, et effectivement, ça amène à ce type de décisions-là qui ne sont pas des décisions inscrites dans le long terme. On est en train de réagir. À un certain moment, on a employé le mot de guerre face à ce virus-là. Eh bien, en période de guerre, on réagit de manière stratégique assez rapidement sur les nouvelles données que l'on a, quitte à revenir dessus après. Sur les dossiers de sécurité, commençons par la condamnation d'Éric Zemmour sur le dossier des migrants, pour avoir dit les mineurs isolés sont violeurs, assassins, tous.
Il a été condamné hier. Il dit c'est un délit d'opinion. On me fait un procès idéologique. Que lui répondez-vous? Non, c'est la justice s'est prononcée sur. Elle s'est prononcée comme d'ailleurs à moult reprises pour Monsieur Zemmour. Il a été condamné déjà à plusieurs reprises. Et relaxé parfois. Et quelquefois condamné. Là, il a été condamné à 10 000 euros d'amende. Je pense que les polémiques que Zemmour crée lui rapportent plus qu'elles ne lui coûtent. Électoralement, ça lui rapporte des gens. Électoralement, peut-être commercialement aussi, pour vendre un certain nombre de livres. Je pense que ça lui rapporte plus que ça ne lui coûte. Et là, ça peut le relancer dans sa campagne, parce qu'on sait qu'il y a un électorat très dur sur ce terrain, qui préférera peut-être Zemmour condamné à Le Pen qui ne l'est pas. Non, je suis pas persuadé que ça puisse le relancer dans la campagne. Je suis pas persuadé non plus que Marine Le Pen n'ait pas été condamnée. Je pense qu'elle a eu. Oui, mais pas cette fois-ci, pas dans cette campagne. Pas sur cette affaire-là. Et son père l'a été beaucoup. Oui. Marine Le Pen a été condamnée comme Mélenchon d'ailleurs. Voilà, si on veut citer la liste de ceux qui sont condamnés à la. Et iriez-vous jusqu'à dire, comme Fabien Roussel, que pour certaines condamnations, il faut être inéligible et pas pouvoir se présenter? L'inéligibilité, elle est prononcée par la justice. À partir du moment où elle n'est pas prononcée, on peut se présenter. Elle ne doit pas être automatique. Non. Pour ceux qui veulent se présenter. C'est une décision de justice. Il faut qu'elle le reste. En termes de sécurité, Valérie Pécresse propose 20 000 places de prison pour les primo-délinquants, ceux qui sont souvent relâchés sans exécuter leur peine. Est-ce que les policiers sont sensibles à ce genre de mesures? Ils se plaignent souvent de voir dans la nature des gens qu'ils ont arrêtés peu avant. Plusieurs choses. D'abord, c'est un vaste débat. Plusieurs choses. D'abord, en termes de places de prison, on est actuellement sur la construction de 7000 places de prison. 8000 autres ont été programmées. Donc, on est sur un programme de 15 000 places de prison. Ce gouvernement-là. 20 000 places de prison, donc ça serait 5 000 supplémentaires. La problématique, c'est que dans nos prisons, vous avez aussi des gens qui ne sont pas condamnés. Et qui attendent une condamnation. Et vous avez aussi et surtout des gens, une population importante de personnes qui ont des problèmes mentaux. Donc ça, il faut aussi traiter ces problèmes-là. Et c'est peut-être pas leur place que d'être en prison. Il faut construire plutôt des hôpitaux que des prisons. Il faut s'occuper de ce problème de traitement de personnes qui ont des problèmes mentaux dans ce problème. Et ensuite, si vous créez des places de prison, ce que nous sommes en train de faire, il faut bien se rendre compte aussi que quand vous créez 15 000 places de prison ou 20 000 places de prison, vous allez créer presque autant de postes. Donc il faut presque autant de matons, de personnel pénitentiaire. Donc c'est pas en diminuant la fonction publique de 200 000 personnes, comme le dit Madame Pécresse, qu'on va pouvoir recruter à nouveau les matons. Donc il faut être cohérent dans le projet que l'on présente, et en particulier en termes de sécurité. Elle veut associer l'armée à certaines opérations coup de poing, notamment dans les cités où il y a du trafic de drogue et souvent de l'armement lourd. Bonne idée? Ouais, mais alors... Non, pas bonne idée, surtout pas. L'armée n'est pas faite pour ça. L'armée est faite pour combattre sur les théâtres extérieurs. Non, pas bonne idée. La police et la gendarmerie ont des unités spécialisées dans ce domaine-là. Là aussi, c'est quelque chose qui ne correspond à rien. Que fera de plus l'armée que ne fait la police ou la gendarmerie sur des opérations coup de poing, si ce n'est que c'est un effet d'annonce qui ne sert absolument à rien. Et ce sont des vieilles lunes, comme ressortir le Karcher, ça date de 15 ans. Il est temps, décidément, pour la candidate Madame Pécresse et son conseiller, son mentor, Éric Ciotti, de se mettre à la page de la sécurité globale, de cette sécurité du 21e siècle, qu'on est en train de construire en ce moment, nous. Édouard Philippe ne veut pas qu'on l'emmerde, c'est ce qu'il dit dans l'opinion, clin d'œil au président. Il se met en retrait de la maison commune. Il défie Emmanuel Macron, non ? Non, je pense pas qu'il défie Emmanuel Macron. De toute façon, leur sort est complètement lié. Oui, si Macron est battu, Édouard Philippe n'a pas d'avenir. Tout à fait. Leur sort est complètement lié les uns aux autres, ils le savent. Et puis, là, Édouard Philippe a été loyal. Il s'est prononcé à plusieurs reprises pour Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. La problématique vient de cette problématique que le groupe Agir ne sera pas fusionné avec Horizon. Ça, c'est une problématique qui est une problématique à la fois financière, puisque
un groupe politique, c'est aussi beaucoup d'argent. Donc je ne sais pas si ce groupe-là a voulu de lui-même se fusionner. Et puis c'est une problématique aussi peut-être de personnalité politique, puisque si le groupe Agir fusionne, à ce moment-là, les personnalités politiques qui sont connues dans le groupe Agir vont disparaître du spectre. Est-ce qu'il n'est pas temps, quand on voit les problèmes au gouvernement, Édouard Philippe, etc., que le président se déclare candidat? Tout le monde se mettra en marche, en ordre. C'est le cas de le dire. Ça va se faire. C'est lui qui décidera de ça. Moi, je peux pas. Que voulez-vous que je... Moi, j'aimerais bien qu'il se prononce le plus vite possible, bien évidemment, pour que l'on rentre officiellement en combat. On y est déjà un peu, mais ça serait intéressant. Maintenant, c'est lui qui détient les clés du calendrier. Et puis, il est fort occupé avec la présidence française de l'Union européenne. Après la présidentielle, il y aura les législatives. Vous serez candidat pour rester parlementaire? Vous en avez assez? Vous avez fait le tour? En faire le tour, je sais pas si on fait le tour de ce job-là en 5 ans. Non, mais j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis enthousiasmé pour ce qui a été fait. On a transformé la France, on a réformé la France, le gouvernement, le président de la République. Je pense que il nous faut encore du temps, à minima 5 ans. Moi, je serai pas de ce combat-là parce que j'ai d'autres ambitions. Je trouve aussi, pour être tout à fait franc, mais il faudrait faire toute une émission là-dessus, que quand vous êtes député, vous n'avez pas les manettes moi j'ai participé à une très belle loi qui est la loi sécurité globale. Heureusement, ça m'a permis d'exister, mais d'une manière générale, vous n'avez pas en France les manettes quand vous êtes député. Jean-Michel Fauvergue, merci, bonne journée. Je vous en prie.